Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait déjà 57 épisodes de SDT sur la chaîne. Eh bien, je me suis trompée. Forrest Gump était notre 59e SDT, ce qui veut dire que celui-ci, c'est le 60e. 60 épisodes de secret de tournage, ça en fait des épisodes. Et quel épisode pour le 60e? Les Évadés, film élu numéro 4 en 2008 dans la liste des 500 plus grands films de tous les temps. En tout cas, merci à vous d'être fidèles au poste, de continuer à vous régaler des coulisses du cinéma. Et puis un dernier mot avant de vous raconter l'histoire de la création de ce film mythique, eh ben abonnez-vous, évidemment. Allez, générique. 24 sur 2, 3e. Frank Darabont, réalisateur du film, est un réalisateur fauché à l'époque, mais avec une envie énorme d'adapter au cinéma une histoire du célèbre auteur Stephen King. Dans un premier temps, conscient de son niveau à Hollywood, il lui demande les droits du livre The Woman in the Room pour adapter le roman en court-métrage. Frank Darabont a bien compris que pour se faire un nom, eh bien il allait devoir faire ses preuves. Et à sa grande surprise, Stephen King accepte. Et à sa plus grande surprise encore, Stephen King lui vend les droits pour la modique somme de $1 symbolique. Un montant bien investi, puisque Stephen King apprécie énormément le court-métrage, fait plutôt rare à cette époque-là. Avec ce succès, Frank Darabont se sent d'attaque pour passer à l'étape d'après. Mais pour ne pas brûler la bougie par les deux bouts, il décide tout de même de continuer à se perfectionner avant d'approcher King à nouveau quelques années plus tard. Le réalisateur est convaincu que plus il aura d'expérience, plus il paraîtra crédible auprès de l'auteur. En 1987, après avoir réalisé le 3e opus de Freddy Krueger, il finit par se décider et approche une nouvelle fois Stephen King pour lui demander cette fois-ci les droits du livre Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Autrement dit en français, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Stephen King n'est pas contre, mais il a beaucoup de mal à comprendre comment Darabont compte adapter au cinéma une histoire qui lui paraît aussi verbale. En effet, l'histoire est intense et prenante, mais il n'y a pas énormément d'action en tant que telle. Et entre un livre et le cinéma, le spectateur pourrait très vite s'ennuyer. Qu'à cela ne tienne, Darabont n'en démord pas et le deal est fait. Néanmoins, le réalisateur n'a pas envie d'aller trop vite. Son histoire, il y tient et il veut réussir son pari. De ce fait, malgré le fait qu'il ait obtenu les droits du livre et qu'il puisse donc déjà se mettre au travail, il préfère attendre encore de longues années avant d'écrire le scénario. Bon, écoutez, on ne va pas lui en vouloir si ça lui a permis d'écrire un scénario pépite. Alors si le réalisateur a attendu plusieurs années avant de s'y mettre, ça ne l'a pas empêché de travailler efficacement une fois qu'il était décidé, puisqu'il n'a mis que 8 semaines à écrire son scénario. Le scénario terminé, celui-ci atterrit sur le bureau de Liz Gosler, productrice chez Castle Rock Entertainment, qui a notamment produit le cultissime Quand Harry rencontre Sally. What are you saying? That they fake orgasm? It's possible. Well, they have her faked it with me. Yes! 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 Oh! 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Et est complètement séduite par ce qu'elle lit. À ses yeux, c'est le meilleur scénario qu'elle n'ait jamais lu. Certains projets ont même parfois peiné très fort à trouver quelqu'un qui voulait bien mettre en scène le film, ce qui ne fut pas le cas ici. Le scénario plaisait tellement à la société de production Castle Rock Entertainment que l'un de ses fondateurs, Rob Reiner, avait la ferme intention de le produire et de le réaliser lui-même. Plus encore, Rob Reiner, qui venait de terminer le film des Hommes d'honneur avec Tom Cruise, avait très envie que ce dernier ait le rôle d'Andy. Conscient qu'il en demande beaucoup, Reiner offre une très grosse somme d'argent à Darabont pour le convaincre de le laisser réaliser le film et de choisir ses guests pour les rôles. Darabont hésite. Bah oui, rappelez-vous, c'était encore un réalisateur totalement fauché il y a peu. Il est donc bien conscient de la somme d'argent qui lui est alors proposée. Mais l'amour de sa propre œuvre est trop fort et le réalisateur décide de ne pas céder, persuadé qu'il ferait une très grosse erreur s'il ne le réalisait pas lui-même. Quant à Tom Cruise, qui avait été approché pour jouer le rôle d'Andy, suite à cette décision, eh bien, il hésite beaucoup à rester impliqué dans le projet. Frank Darabont est certainement très talentueux, mais un peu trop novice à son goût. Mais Tom Cruise est prêt à rester, à une seule condition, que Rob Reiner supervise le film, ce qu'il refuse. Bien que flatté, Reiner explique à Tom Cruise que si Frank Darabont doit réaliser le film, eh bien, il se doit de respecter sa vision de la réalisation et donc, eh bien, inutile
inutile de le superviser. Il doit lâcher les rênes. Il n'en faudra alors pas plus à Tom Cruise qui décide de se retirer définitivement du projet. Pour produire son film, malgré son peu d'expérience, Darabont réussit tout de même à obtenir 25 millions de dollars. Un budget relativement confortable quand on sait qu'une grosse majorité du film se déroule dans le même décor. Quant au casting, si la productrice Liz Gosler a adoré le scénario, ce fut également le cas de Morgan Freeman, qui a aussi décrété que c'était le meilleur scénario qu'il n'ait jamais lu. À vrai dire, l'acteur était si fan du scénario que pour être sûr et certain de participer au tournage, il était prêt à prendre n'importe quel rôle. Imaginez sa tête quand Frank Darabont lui a proposé le rôle de Red, la co-star du film. Et pourtant, Morgan Freeman n'était pas le premier choix, puisque Darabont a d'abord hésité entre l'acteur Gene Hackman, qui a notamment joué dans French Connection, et Robert Duvall, connu notamment pour son rôle dans Le Parrain. Mais aucun des deux acteurs n'était disponible pour le tournage, c'est alors que Liz Gosler intervient à nouveau et propose Morgan Freeman. Ce qui est finalement assez drôle quand on sait que physiquement, il ne ressemble en rien au personnage décrit dans le livre. En effet, comme son surnom l'indique, Red est censé être un Irlandais blanc aux cheveux roux. Quant au rôle d'Andy, le personnage principal du film, comme je vous l'avais dit plus tôt, le rôle avait été proposé à Tom Cruise, mais il l'a décliné. Le rôle est alors proposé à Tom Hanks ou encore à Kevin Costner, mais tous les deux ont refusé. Le rôle est alors attribué à Tim Robbins, qui avait précédemment joué dans Top Gun. Ah, comme on se retrouve! Le tournage dure 3 mois, à raison de 6 jours par semaine et de journées longues de 15 à 18 heures de travail consécutifs. Autant vous dire que le rythme était un tout petit peu intense. Le tournage a principalement lieu dans une vraie prison, l'ancienne maison de correction de l'État d'Ohio, et comme je vous le disais, le tournage était très intense. Avec son peu d'expérience, le réalisateur ne voulait pas se louper. Il avait bien conscience du potentiel de son film et voulait donc offrir le meilleur. Des tensions entre les acteurs et lui pouvaient par conséquent parfois émerger, puisque le réalisateur exigeait par moment de répéter une scène encore et encore et encore et encore. À titre d'exemple, la scène du baseball où le personnage de Morgan Freeman, Red, s'entraîne dans la cour de la prison au baseball. Cette scène a duré près de 9 heures de tournage, au point où Morgan Freeman a fini blessé à force de lancer encore et encore et encore et encore la balle de baseball en continu. Une expérience qui lui a d'ailleurs servi de leçon, puisqu'après, l'acteur a refusé de retourner certaines scènes quand il estimait que le réalisateur avait obtenu ce qu'il souhaitait et qu'il n'y avait donc pas de raison valable pour répéter la scène encore une fois. Une autre scène difficile à tourner, celle sur le toit où les acteurs devaient véritablement goudronner le toit. Une scène assez compliquée car non seulement il fallait être vif pour éviter que le goudron ne sèche trop vite et donc tout recommencer, mais en plus, il fallait que la scène corresponde à la voix off de Red. Une scène qu'ils ont donc tournée encore et encore et encore et encore. Ils ont fini par pouvoir s'arrêter de tourner quand le réalisateur a remarqué qu'un des techniciens avait les larmes aux yeux après une prise, ce qui semblait être un très bon signe que la prise était visiblement bonne. Et pour se féliciter, les acteurs ont bu leur bière in real life avec grand plaisir. Une autre scène compliquée fut celle des égouts, lorsque Andy arrive enfin à s'échapper de prison. Bon alors j'espère que vous aviez vu le film, parce que si c'est pas le cas, je viens de complètement vous le spoiler. Vous vous en doutez, durant un tournage, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Un expert a donc dû se déplacer et certifier que tout était ok pour tourner dans les égouts. Sauf que c'était pas le cas. L'expert a certifié que l'eau des égouts était toxique et donc dangereuse pour l'acteur Tim Robbins, qui devait joyeusement marcher dedans. L'acteur n'était vraiment pas ravi, mais a tout de même accepté de marcher une fois dedans. Et pour lui éviter de réitérer l'expérience dans d'autres plans que vous voyez, l'eau des égouts n'est qu'un savoureux mélange de sirop de chocolat et de sciure de bois. Le film sort le 23 septembre 1994 et est salué par toutes les critiques de cinéma. Toutes, sauf Kenneth Turan, journaliste pour le LA Times, qui décrit le film comme étant une espèce de grosse barbe à papa. Traduction, trop sentimentale neuneux, cucul à praline à mort. Et bien que ce soit la seule critique réellement négative, eh bien elle semble avoir bien plus d'influence que ce que la production ne voudrait réellement. Comme je vous l'ai déjà expliqué quelques fois, la coutume veut que quand on sort un film, souvent on fait soit des projections test avec un public pour voir comment est-ce qu'il réagit avant la sortie officielle du film,
Ou alors, lorsque le film est déjà sorti officiellement, le réalisateur et ou les producteurs se rendent directement dans les salles de cinéma pour prendre la température. Ce qui est le cas de Liz Gosler et de Rob Reiner qui ne dérogent pas à la règle et se rendent donc dans les salles de cinéma, mais constatent assez étrangement qu'il n'y a pratiquement personne. Les deux producteurs sont alors persuadés que c'est la critique négative de Kenneth Turan dans le LA Times qui y est pour quelque chose. Désespérés lorsqu'ils se rendent au Cinérama Dome, le cinéma populaire sur Sunset Boulevard, et qu'ils voient que la salle est complètement vide, ils coincent deux jeunes filles à la sortie du cinéma et leur vendent 2 billets pour le film en leur promettant que si elles n'aiment pas le film, après la séance, elles peuvent appeler la production le lundi matin et exiger un remboursement. Morgan Freeman, quant à lui, est persuadé que si le film ne fonctionne pas, eh bien c'est à cause de son titre, qui est beaucoup trop compliqué à prononcer. Redemption of the Shawshank, la rédemption de Shawshank en français. Alors comment expliquer son succès actuel ? Eh bien on peut remercier les Oscars. Car même si le film a fait chou blanc en salle, il a été sélectionné dans pas moins de 7 catégories aux Oscars, ce qui a permis de booster ses ventes en VHS. Oui, alors là, si vous avez moins de 30 ans, il y a de fortes chances que je vous ai complètement perdu. Considérez la VHS comme le Netflix de l'époque, sauf que ça prenait plus de temps pour remettre le film au début. Stephen King a vendu les droits du livre pour $1000 seulement à Frank Darabont. Bon, vous allez me dire c'est toujours un meilleur profit que le dollar symbolique qu'il lui a donné lors de leur première collaboration, mais sachez qu'il n'a même pas pris la peine d'encaisser le chèque. Et que la rumeur raconte qu'à la sortie du film, il a encadré le chèque et l'a envoyé à Darabont avec la note suivante. Au cas où tu as besoin d'argent pour payer ta caution. Amitié, Steve. Clancy Brain, qui joue le rôle du Captain Hadley, a été approché par plusieurs vrais gardiens de prison pour lui donner quelques conseils pour ressembler à un vrai gardien de prison dans le film. Mais l'acteur a refusé. Et s'il a refusé leur aide, c'est pour la simple et bonne raison que, vu son rôle dans le film, il voulait pas vraiment que les spectateurs se disent que sa prestation était basée sur de vrais témoignages de gardiens de prison. Et donc finalement que ça ne leur fasse pas vraiment bonne pub. Le fils de Morgan Freeman fait 2 apparitions dans le film. Tout d'abord, il joue un prisonnier dans la cour lorsqu'ils accueillent les nouveaux prisonniers, et ensuite c'est sa photo à lui que vous voyez sur le dossier de prison du personnage de Red lorsqu'il est jeune. Le tournage a accusé du retard pour l'une des raisons les plus gags qu'il soit. Rappelez-vous, dans le film, ils sont à la cantine, Andy découvre un asticot dans sa nourriture et Brooks lui demande s'il peut le prendre et le donner à manger à son petit oisillon. Pour éviter la maltraitance animale et donc ne pas donner un faux asticot à manger à la pauvre bête, ni tuer volontairement un asticot pour les besoins de la scène, eh bien l'équipe de production s'est munie d'un seau d'asticots et attendait que l'un d'entre eux finisse par s'arrêter de bouger tout seul, et donc meurt naturellement, pour le donner ensuite à manger à l'oiseau. Autant vous dire que c'est pas fréquent comme excuse de retard pour un tournage. Ah désolé, on a dû attendre 3 heures qu'un asticot veuille bien arrêter de bouger. On n'a pas pu faire plus vite. Et c'est sur cette anecdote pépite que ce SDT se clôture. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et à très bientôt pour un prochain SDT. Allez coupez.